Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour Liberta! Allô Amé! Aujourd'hui, journée spéciale, c'est notre épisode 1, notre premier épisode qui lance finalement ce podcast que ça fait longtemps qu'on prépare. Donc, on vous remercie d'avoir cliqué sur Play et de nous écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, qui va être un épisode particulièrement spécial et qu'on est très excités à vous présenter parce qu'on traite de la base. Donc, on va parler de l'écosystème de la communauté de danse latine à Montréal et aux environs, et également l'histoire, du moins le meilleur qu'on peut, l'histoire qui vient avec ce sujet-là, donc comment la communauté a été créée, comment elle a grandi à travers les années, donc très excitant. Et qui de mieux que d'accueillir notre super invité, notre ami et collègue aussi, Edson Vallon, grand chorégraphe, grand contributeur aussi dans la scène de salsa, qui va nous parler un petit peu plus sur comment tout a commencé ici à Montréal. Yes, on a vraiment hâte de vous partager ça. Donc, bon épisode! Bon épisode! Allô Edson! Bonjour! Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. On se Merci. sent vraiment choyé de te recevoir. On trouvait que tu étais la personne idéale pour faire cet épisode 1. Plaisir pour moi. Donc, on peut commencer directement la première partie qui est très importante à nos yeux. Puis que tout le monde attend, en fait. Oui! Hein? Parce qu'on n'a pas vraiment... tu sais, de temps en temps, tu nous racontes un peu ton histoire, mais là, on aimerait vraiment savoir comment toi, t'as commencé à danser et tout ça. Ben, en fait, j'ai commencé à danser en 96. Parce que je m'étais blessé au genou. Je jouais au basketball. Puis, je me rappelle, j'étais au Parc Beaubien, on jouait. Puis, il y avait un tournoi. Puis, quelqu'un me tire les jambes pendant que je voulais scorer un point. Je tombe sur le genou. Je me déchire le ménisque, fracture le coude, frappe la tête, commotion. OK, pas petit. Pas un petit, là. Puis les médecins m'ont dit que je pourrais plus marcher sans avoir utilisé une canne. Wow! Puis ça faisait vraiment mal. Puis je me suis dit, je vais commencer à danser pour pouvoir réhabiliter ma jambe. Puis on m'a dit, non, c'est pas une bonne idée. J'adorais la danse sociale. Alors je me suis lancé en ballroom. Puis malheureusement, le ballroom, ça coûtait trop cher. Alors j'ai abandonné. Ça ressemble. Ça ressemble à nous. J'ai commencé à danser le compas, les danses caribéennes. Puis après ça, le folklore, folklore haïtien, folklore cubain, folklore africain. Puis c'était pas pour moi. Puis j'avais encore mal à la jambe. Puis à un moment donné, j'ai fait un spectacle justement à Musique Plus. Ah ouais? Il y avait Bouge de là. Ah, ça me dit quelque chose. Puis Bouge de là, je faisais du compas. Puis quelqu'un m'a dit, ben là, ce que tu fais, c'est pas du compas, ok? C'est du merengue. Puis je savais pas c'était quoi le merengue, je savais pas c'est quoi la salsa. Mais je me suis dit, non. Puis on me le répétait tout le temps, alors je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller voir c'est quoi. Puis j'ai essayé. Donc, grâce à cette personne qui t'a introduit en quelque sorte aux danses latines. C'était mon prof au Collège Maisonneuve. Collège Maisonneuve, il y avait le groupe étudiant qui donnait des cours. Ouais. Puis il disait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Puis il n'y avait pas de pause. Il y avait Puis c'était tout croche, ce qu'il montrait. Mais c'était amusant, tout le monde riait. Puis j'étais vraiment pas bon. Alors j'ai fait mon cours de débutant 3 fois. La première fois j'ai fait mon cours, il m'a dit t'as vraiment besoin de refaire ton débutant. Je l'ai refait, puis on m'a répondu, à la deuxième fois, on m'a dit ben la salsa c'est pas pour tout le monde. No way. Je te jure. Donc là, on est dans quelles années? En 96. 96. OK. Puis ensuite de ça, en janvier 97, je l'ai refait. Puis il m'a dit, OK, tu peux faire l'intermédiaire. Puis là, j'ai continué. Hey, c'est persévérant quand même. Tu aimais ça, dans le fond, pour Ouais, l'avoir ouais. répété autant. Puis en juin
97, j'ai fait ma première compétition. Oh, OK. Puis c'était contre mes profs. Wow! C'était l'événement latino de Maisonneuve. Puis j'ai dansé avec une fille qui dansait à peine, que j'ai montré des choses. Puis finalement, on a gagné. Puis mes profs l'ont pas pris. Ah! Ils l'ont pas pris. Puis il y avait des compétitions à Dawson. Est-ce que c'était comme cégep en spectacle, quelque chose comme Non, c'était pas Cégep en spectacle. C'était la cabane à sucre des Latinos. ça? OK, fait que c'est vraiment communauté latine, des Ouais, cégeps. communauté latine. Ok. Puis j'étais le noir qui dansait la salsa. Puis j'ai commencé comme ça, puis j'ai commencé à enseigner à la fin 97. J'avais des amis du cégep qui me demandaient de prendre un cours puis de leur montrer en privé. Puis ça a commencé comme ça. J'ai commencé à donner des cours à du monde de mon cégep. Puis en 98, j'ai continué à donner des cours dans mon cégep. Puis après ça, il y a du monde qui m'a demandé peut-on le faire hors de l'école? OK, j'ai pris un centre communautaire qui s'appelait le Centre Camer, dans le quartier Rosemont, là, comme dans un garage. Quand il pleuvait, il y avait une inondation. Puis je nettoyais le garage, puis on dansait. Puis en 98, 99, il y a plein de danseurs qu'on connaît maintenant encore qui sont là. Ah ouais. C'est ça, Ivan, Steve Calonge, ils étaient tous là. Wow! Puis c'est comme tous les OG sont passés par là. Dans un centre communautaire, je donne ça gratuitement. Puis à un moment donné, j'avais une fille que j'ai entraînée pour être ma partenaire, puis on a fait des spectacles. Puis ensuite de ça, en 2000, on a fait un show, puis je me rappelle, il y a le propriétaire du Dahomey, le club, Oui. il y avait la soirée Dahomey, mais son école s'appelait Monte Cristo, c'était OK. Yves Delima. Puis Yves nous rencontre, puis Yves me disait « Oh wow, ta partenaire, elle est vraiment bonne, qui l'a entraînée? » Moi. Puis là, il ne me croyait pas. Puis là, il était intéressé à elle. Mais c'est lui qui m'a donné la première chance d'enseigner. Puis c'est comme ça que je suis entré dans une école établie à Montréal en 2000. Donc, le Dahomey. Le Monte Cristo. Le Monte oui. Cristo. Puis après ça, c'est Dahomey. devenu Dahomey. Mais sauf que lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'année d'avant, 99, moi, j'avais été dans quelques écoles pour prendre des cours. Parce que je m'étais dit, je veux apprendre à faire la fille. Ah. En 99. Ouais, c'est... Pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne peux pas enseigner à des femmes si je ne sais pas ce que je dois faire. Ça n'a pas de sens. Alors, j'ai pris des cours en tant que femme. Première école que j'ai été en 99, j'étais à Saint-Tropez. J'étais à Saint-Tropez. Je me suis dit, OK, je vais prendre des cours. Puis, je me rappelle, je dansais avec un prof dont je ne nommerai pas le nom. Puis que j'ai dit, je vais faire la fille. Il me dit, non. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que je suis latino. Je ne danse pas avec un gars, moi. OK, mais il m'a montré des jeux de pied, pas de problème. Puis j'ai dansé avec d'autres filles, d'autres profs. Puis les autres profs me disaient, ben, tu perds ton temps. Parce que tu nous montres des figures. OK, c'est pas la même place. Là, j'étais à Sasha, etc. Dans le temps, c'était Caroline Paré avec Alberto qui enseignait. Puis ils m'ont demandé de faire une évaluation. Je fais l'évaluation. Alberto me dit, OK, tu peux aller dans le niveau 5. Caroline a dit, non, niveau 4. Puis après ça, Caroline a dit, niveau 3 ou bien niveau 4. Moi, j'ai dit, OK, battez-vous pas, je vais me mettre au niveau 2. Puis tout le long, j'apprenais ce qu'il montrait, puis j'apprenais à faire la fille plus qu'à faire le gars. Parce que tout ce qu'il montrait, je connaissais déjà. Donc, j'avais pris des vidéos de Laura Canellas, de Josie Neglia, de Ellie. Puis je regardais toutes ces vidéos-là. Dans le temps, c'était des grosses cassettes VHS. Exact, parce qu'on s'entend que YouTube n'existait pas dans ce YouTube temps-là. n'existait À pas. préciser. Puis je regardais plein de vidéos. Puis j'ai appris beaucoup de choses par vidéo. Puis quand je suis arrivé dans des écoles, mais je connaissais plein de choses. Puis au fur et à mesure que j'étais dans les années 99, quand je prenais des cours dans ces écoles-là, j'ai remarqué qu'à Montréal, c'est pas que c'était pas bon.
c'est que c'était juste pas assez structuré. Comme ce qu'ils enseignaient, c'était très, très, très différent d'une personne à une autre. Il y en a qui disaient 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il y en a d'autres qui disaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Même dans les comptes. Dans les comptes. C'est une différence majeure. C'est une différence majeure parce que si tu n'as pas de 4 et de 8, pose-toi la question. Ben, c'est un langage aussi, là. Ouais. Si on n'a pas le même langage. On n'a pas le même langage. So, moi, quand Yves m'a donné la chance d'enseigner, ma première partenaire d'enseignement, c'était Marie-Chantal, celle qui organise le MOCA. Puis elle m'a permis d'enseigner à ma manière. Puis j'ai commencé à essayer des choses, puis j'ai commencé à comprendre pas mal d'affaires. J'ai enseigné pour Monte Cristo pendant 6 mois. Après ça, en 2001, Caroline Paré quittait Montréal pour aller à New York. Okay. Puis Alberto m'a demandé de venir enseigner à l'école. À Salsa, etc. Que Puis, tu es resté quand même... Je suis resté pendant 2 ans et demi. Puis il a fallu que je gagne ma place parce que la première fois, tout le monde me demandait t'es qui toi? Je te connais pas. Puis il y avait Steve Alvarez qui enseignait là. Il y avait Dilia Vergal. Il y avait Osvaldo. Il y avait plein de profs. Ils étaient je pense, 11 ou 12. J'ai une photo d'eux là, même dans mon téléphone. On pourrait le rajouter dans la version vidéo. Ouais. Puis il a fallu que je gagne leur respect parce que à un moment donné, Alberto m'a demandé de les coacher. Ah ouais. T'es qui toi? Puis je me rappelle, la première prof à qui j'ai enseigné, c'était Dilia. Puis quand je suis arrivé, elle essaie de me challenger. Puis après ça, 2 cours plus tard, elle était là avec ses notes. Ah ouais. Puis elle prenait des notes de ce que je disais. Puis moi, wow. Comme, elle prend les notes de ce que je disais, comme étant ce que je disais, c'était bon. Alberto m'avait demandé de faire leur premier plan de cours de l'école. Il me payait pour le faire. Wow. Puis en 2003, quand j'ai quitté, mais j'ai ouvert mon école Sardi Mambo. Puis 2003, je suis à mon compte depuis. Puis tout le monde me demandait pourquoi Sardi Mambo? Ben, c'est Salsa Mambo. Salsa y Mambo. Puis Salsa y Mambo. Puis le meilleur, selon moi, le meilleur représentant de Montréal pour les artistes, ben c'est le Cirque du Soleil. Puis le plus gros show de tous les temps du Cirque du Soleil, c'était Saltimbanco, qu'ils ont roulé pendant plus de 20 ans. Donc, Saltimbanco, Saltimambo. Salsa y Mambo, Saltimambo. C'est comme ça que j'ai trouvé le nom. J'adore. Ouais, c'est resté, puis oui, c'est jusqu'à super maintenant connu à Montréal. J'aime vraiment beaucoup ton parcours. Tu vois que tu as commencé au cégep, puis en fait, ça, c'est ce que la plupart du monde croit, qu'on est danseur. Non. Ils ne voient pas que ça a pris vraiment du temps, puis que ça a pris beaucoup, beaucoup de travail. Tu as dit que tu as répété le niveau débutant 3 fois. Ouais. Ça, on le voit pas vraiment souvent de ce temps-ci. Ouais, j'adore cet exemple-là parce qu'effectivement, les gens, ils voient souvent le résultat final. Puis là, on en reparlera aussi de comment ça a évolué dans le temps, les gens qui sont pressés là, de passer à travers le niveau. Mais je trouvais que ton parcours avait des petits points communs. C'est sûr qu'on va l'aborder tantôt, Edson, oui, mais inquiète-toi. c'est sûr que, je vous l'avoue, j'ai simplifié la chose. J'ai pris... beaucoup de cours de différentes danses. Nommer les danses, je les ai touchées. La salsa était le bon match parce que, 1, c'est abordable. 2, je pense que il faut un petit côté croche. Il faut que c'est un petit peu crooked. Si c'est trop droit, mais ça a l'air de la danse sociale. Puis la salsa, c'est ce qui se mariait le plus avec tout ce que j'ai connu en tant qu'Haïtien. Je connaissais beaucoup de folklore haïtien, puis je pouvais l'incorporer de la même manière que j'aurais fait de l'afro-cubain
que je pouvais mettre à la salsa. Fait qu'il y avait des corrélations, puis ça te parlait un petit peu plus, disons, que d'autres danses. Puis en plus, la salsa est très variée aussi. Tu sais, tu peux aller dans le plus rapide, comme tu dis, ou est-ce que quand tu as besoin d'être hype, donc tu peux aller dans la vitesse, comme tu peux aussi danser de la salsa de façon plus comme douce, élégante des fois aussi. Fait que, Jazzy. C'est ce que j'aime le plus. chose que je trouve que c'est comme un style quand même reconnu comme de ton école, de ton branding. Fait que tant mieux que tu as cliqué avec la salsa. Sans regret. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais, on est tous dans le même bateau. On est tous tombés en amour avec cette danse-là. Oui, parce que nous, on disait justement dans un autre épisode que malgré qu'on soit connus bachateras, notre cœur est toujours dans la salsa. Vous êtes connus bachateras pour la majorité des personnes qui vous ont connus après que vous avez commencé la bachata. Moi, je vous ai connu quand vous commenciez à danser la salsa. Puis, au moment où vous avez commencé... En fait, les personnes là qui sont riches dans ce monde, il y a des gens qui bâtissent leur richesse from scratch, de zéro, puis ils le bâtissent eux-mêmes. Puis, il y en a qui sont nés dans l'argent. C'est comme leurs parents étaient déjà riches, puis ça les a aidés. Ils ont eu de meilleures opportunités à... Pourquoi je parle de ça? Je prends ça comme le lien de ceux qui s'étaient là avant la période où la bachata a commencé à monter, qui était une période pure salsa, où les gens, quand il y avait de la bachata, ils disaient « Ah, mais je vais aux toilettes, je vais aller au bar, je vais prendre un drink. » Puis, vous avez été forgés dans de la salsa. Du moment que le milieu bachata a commencé à monter, mais vous autres, vous êtes arrivés avec votre expérience salsa. Ce qui est un méga avantage comparativement à maintenant. La majorité des gens qui commencent directement en bachata, mais ils n'ont pas eu toute cette expérience de salsa avant. Puis on le sait très bien que tous les profs connus de salsa, présentement, sont encore des danseurs de salsa. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que, ou bien la majorité des gens ne savent pas, c'est que la majorité des danseurs connus en bachata étaient des profs ou des danseurs de salsa avant. Totalement. Puis la nouvelle génération de danseurs qui commencent maintenant, eux, ils disent « Moi, je vais commencer par la bachata, c'est plus facile. » Puis ils n'ont pas cette expérience-là. C'est notre chemin, 100%. C'est ça. Mais c'est le fun que t'en parles parce que c'est un peu ça aussi qu'on veut peut-être donner un aperçu aux gens que soit ils sont en ce moment dans la communauté de danse mais qui sont plus bachateros ou c'est ça des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de vivre cette période avant l'arrivée de la bachata. On va y arriver éventuellement quand on va faire notre petite timeline de comment la danse latine a grandi à Montréal. Mais il y a tellement d'histoires justement avant l'arrivée de la bachata. On l'a couvert un peu à l'épisode 0 quand la bachata est arrivée et comment ça a affecté notre parcours à nous, exact. Mais justement, aujourd'hui, on voulait t'avoir surtout pour couvrir la période avant, pré-arrivée bachata, puisque nous aussi, on trouvait que c'était super différent de ce qu'on vit en ce moment. Donc, pour commencer, on s'était dit que ça serait une bonne idée de couvrir peut-être un résumé de l'écosystème de la communauté de danse latine, en supposant qu'il y a peut-être des gens qui dansent pas, qui l'écoutent parce qu'ils sont curieux de savoir. Exact. Donc, il y a probablement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ne connaissent pas du tout la danse latine, mais... Oui, qui connaissent, mais comme en party avec leurs amis, tu sais, un peu comme au cégep que tu disais, ils s'en vont à un party latin, ils dansent. Ils savent c'est quoi la danse latine. Ils savent c'est quoi du merengue puis de la salsa, mais ils savent pas comment ça se déroule, en fait, dans cet écosystème-là qui est quand même assez grand. On va en nommer quelques-uns, puis tu peux en rajouter. Donc, nous, ce qu'on voit dans cet écosystème-là, tout d'abord, on voit les écoles de danse. Les cours de danse, groupes privés. Ensuite, il y a d'autres gens qui donnent des cours de danse aussi dans des studios. Donc, ils n'ont pas nécessairement... Exact. Ils n'ont pas nécessairement une école, studio, un établissement à eux. C'est plus des enseignants qui louent des studios. Donc, il y a aussi dans l'écosystème des studios de danse. Exemple, moi. Exemple, toi. Tout à fait. Exemple, nous aussi. Oui, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les sociales. Très important aussi dans l'écosystème. C'est le moment où est-ce que les gens pratiquent leur danse, leur art. Puis il y a quand même certains éléments dans les sociales qui se retrouvent parmi toutes les sociales. Donc, un DJ,
une piste de danse avec un plancher adéquat pour pouvoir changer leurs chaussures, parce que quand tu t'en vas à un social de danse latine, ça, je me souviens que c'est une des premières choses que tu apprends, c'est que tu as des chaussures de danse et tu changes tes chaussures de dehors avec tes chaussures de dedans. En tant que débutant, tu sais, il faut le savoir parce que la première fois que tu y vas, c'est comme si tu allais dans un club puis tu dis « Ah, je veux juste danser ». Mais non, on a des souliers de danse aussi. Il te faut des chaussures de danse. C'est sûr que d'aller danser, que ce soit la salsa, la bachata ou n'importe quel type de danse, avec des bottes. Ah oui, c'est ça. Au Québec, c'est pire, hein? Exact. Par la suite, on a aussi les congrès, les festivals. Puis là-dedans aussi, on retrouve des DJ qu'on a déjà nommés. Des fois, des bandes aussi à nommer. Surtout à l'époque, plus... là, on parle plus de salsa. Donc, dans les festivals, c'est ça la particularité, j'ai l'impression, versus un social local. C'est que dans un festival, c'est plus grand. Donc, tu mets un peu plus d'argent à l'organisation. Donc, parfois, tu peux aussi avoir des bands, donc de salsa live. Récemment, il y a des chanteurs de bachata aussi qui viennent faire des performances. Des internationaux. Exact. Puis, en parlant d'artistes, justement, on a les spectacles. On a toutes sortes de spectacles. Il y a des congrès où est-ce qu'il y en a 10. Il y a des congrès où est-ce qu'il y en a 50. Ou il y en a trop. Ou il y en a trop. Oui, mais c'est ça, il y a plusieurs variations. Je pense que ça dépend aussi de l'identité du festival. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, les congrès et les festivals peuvent changer, mais de façon générale, un festival est composé de... la soirée du festival ou du congrès, c'est composé du social, des spectacles, des fois des compétitions. Ça aussi, ça fait partie de l'écosystème. Puis, la fin termine avec encore un social, avec peut-être un show de band ou d'artistes au milieu du social. Puis le matin, on parle d'ateliers. Donc, les ateliers de danse, c'est des enseignants locaux et internationaux qui vont donner des cours de danse, disons, de 10 heures à 4-5 heures de l'après-midi. Puis, il va y avoir plusieurs niveaux, plusieurs types d'ateliers. Puis même maintenant, ça se fait beaucoup plus que pendant les ateliers, il y a également des compétitions le jour parce que c'est ça, on a trop de compétitions. Il y a beaucoup de compétiteurs. Les compétitions prennent beaucoup de temps. Ça prend toute la journée et bien sûr, d'attendre sa catégorie fait en sorte qu'il y a du temps à tuer. Donc, tant qu'à ça, faisons des workshops. Exact. Il manque quelque chose de votre écosystème, mais en fait, c'est une relique, c'est un vestige du passé. Les nightclubs, les bars, c'est fini. Cette période est finie. Ouais, dans l'écosystème présent, tout se passe dans les studios. C'est comme le studio principal à Montréal qui organise des événements comme ça, c'est l'Espace des Arts. Comme il y a beaucoup plus de soirées de danse dans la communauté latine à l'Espace des Arts que, par exemple, si je nommerais un autre grand studio à Montréal, Studio Biz. Mais il n'y a pas vraiment de salle de soirée au Studio Biz. Si vous voulez, le jeudi, Espace des Arts. Le samedi, Espace des Arts. Il y a plein de festivals de Kizomba à l'Espace des Arts. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 dans l'année là-bas. Il y avait le congrès de salsa à l'Espace des Arts. C'est très centré, très focus sur... là, le samedi, il y a le Mocha à Tito Sasabor. Mais c'est encore un studio. Auparavant, il y avait Cubanos Club, le Cactus. J'ai jamais réussi à y aller. Ouais. Cubanos Club, Cactus, Sasatec, 649, mais Sasatec est encore là. Ouais. Mais j'ai entendu dire qu'ils vont détruire le building pour pouvoir faire... Il y a un projet de building dans ce coin-là, donc on va peut-être perdre la Sasatec, mais on a perdu 649 aussi justement à cause de ça. À cause des condos. Puis, il y avait aussi le Tropican Club, qui est devenu un bar de danseuses à côté de l'Espace des Arts, justement. C'est que tout ça, mais ça a disparu. Tous les clubs de danse latine disparaissent une après l'autre. Puis bien sûr qu'il y en a d'autres à Montréal, mais qui sont... En fait, il y a deux mondes. Il y a le monde latino, puis il y a le monde de danse latine, communauté latine. De danseurs de la danse latine. Puis il y a des gens qui dansent, qui prennent des cours de danse, ne vont pas nécessairement aller dans des clubs
latinos. Les clubs que je parle, c'est vraiment ceux qui étaient en train de supporter les écoles à ce moment-là. Mais c'est bien que tu le mentionnes parce que Amé et moi, on est latina. Donc, on a grandi quand même avec des nightclubs latins, mais c'est bien que tu différencies. C'est pas au Copacabana là, qu'on va danser de la Ouais, salsa. j'ai pas nommé Copacabana parce que C'était pas tant affilié à des écoles. il passait peut-être 2 chansons, 3 chansons de salsa, puis yeah, ok. Exactement. Mais c'était pas un club de salsa. Mais souvent, on voit que les clubs, les soirées salsa, ça attire pas malheureusement Ça attire les gens qui prennent des cours de salsa, comme des soirées de salsa, mettons comme 649 et comme Cubanos Club. C'était connu que ça attirait des gens de la communauté de danse latine qui prennent des cours de salsa. Donc, je pense que ça englobe quand même un bon résumé de l'écosystème qu'on connaît à ce jour. Là, on parlait beaucoup de salsa, mais je pense qu'à considérer que dans le cadre de chaque élément, donc on a parlé des sociales, les festivals / congrès, c'est pour la bachata aussi. C'est salsa, bachata, mais je dirais même d'autres danses qui sont souvent aussi comme associées. Il y a un aspect que j'ai oublié aussi, c'est que avant, mettons un timeline, on va dire, avant 2010 et après 2010. Je veux dire, avant 2010, c'était très, mais totalement, je pourrais même dire totalement axé à Montréal. Tout se passait à Montréal. Comme les gens qui habitaient à Blainville, qui voulaient danser la salsa, ils allaient venir danser à Montréal. Il n'y avait rien à Laval, il n'y avait rien. Tout était à Montréal. Longueuil venait à Montréal. Rive-Nord venait à Montréal. Tout le monde était ici, dans les clubs montréalais. Ensuite de ça, ça commençait à devenir plus diversifié. Là, il y a Rick Amalian qui s'occupe de la Rive-Nord. Il y avait un club, comment s'appelle le club qui était à Blainville? Parce qu'il y avait un club là-bas. Donc, les événements qui se faisaient, ben, ils se faisaient là-bas. Ils n'avaient plus besoin de venir à Montréal. Après ça, maintenant, accessible. C'est accessible. Là, il y a le grand studio à Laval, qui présentement est très populaire. Donc, les Lavallois n'ont plus besoin de venir à Montréal pour danser. Alors, avant 2010, tout était concentré. Il y avait un bassin de danseurs. Dans chaque soirée qu'on allait, ben, tous les danseurs étaient là. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Puis maintenant, tout est divisé. C'est très dilué. Donc, de trouver une bonne soirée avec plein de bons danseurs maintenant, c'est très difficile. Parce que il y en a qui sont à Laval, il y en a qui sont sur la rive sud, il y en a qui sont du côté ouest, on va dire Vaudreuil. Je sais qu'il y a des événements là, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je sais qu'il y en a à Saint-Hyacinthe, il y en a à Sainte-Julie, il y en a partout. Puis dans le temps, avant 2010, on allait sur salsamontréal.com, puis on savait quelle était la soirée pour aller danser la salsa. Maintenant, on a tellement de groupes Facebook. Ah oui, on est bombardé d'événements. Oui, avec des événements de toutes sortes. Puis il y a peut-être en moyenne, 3-4 événements des fois par fin de semaine. Oh, même plus, même des fois. C'est pour ça que je fais la différence entre avant 2010, après 2010. Oui, YouTube existait avant. Ouais. Oui, Facebook existait avant. Mais à ce moment-là, YouTube, on n'en parlait pas trop. Puis Facebook, c'était beaucoup plus pour partager des images, partager des photos. Exact. Après 2010, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des groupes qui sont apparus, des événements. Puis tout ça a commencé à changer. Trouver du monde pour supporter votre événement, ben, c'est beaucoup plus simple maintenant. Parce qu'on va sur les médias sociaux, puis on le poste, on link nos amis, on le partage. Il y a plein de façons de trouver du monde. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cet outil-là. Pour promouvoir un événement, il fallait que les gens y aillent, ils aiment ça, puis ils disent à leurs amis, « Hey, tu devrais venir. C'est-à-dire que maintenant, YouTube poste une vidéo de la soirée, les spectacles, de quoi a l'air
l'ambiance. vibe. Il y a beaucoup de façons d'avoir accès à des soirées beaucoup plus loin sans avoir besoin de se déplacer. Donc, il y a beaucoup moins de raisons pour une personne en région de venir directement à Montréal. Exemple, même pour le congrès de Montréal. Pour le festival, la convention de Montréal, avant, il y avait plein de gens de l'extérieur qui venaient à Montréal. Ouais. Mais là, maintenant, on a des congrès dans toutes les villes avoisinantes, que ce soit Drummondville, Victoriaville, Granby, Québec, Ottawa, Laval. Il y a des festivals partout. Ouais. À Saint-Sauveur, il va en avoir un. Partout. Donc, cet aspect-là a changé beaucoup l'écosystème. Bien, c'est très intéressant que tu nous parles de l'avant 2010 parce que nous, en fait, on voulait que tu nous fasses un petit historique ou un petit timeline, en fait, de comment tout ça, ça a commencé à Montréal. Au meilleur de nos connaissances. Là, au meilleur de mes connaissances, oui. Exactement, parce qu'on sait que tu nous as dit que ça fait depuis 96 que tu as commencé, mais est-ce que ça a commencé avant? Je suppose que oui. Oh, oui. Donc, d'après tes connaissances, disons. D'après mes connaissances. Oui. On commence le timeline, à peu près le début de la scène. Je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce que ça a commencé. Mais je peux vous dire, par contre, qui sont les personnes que j'ai connues à mes débuts. Mm-hmm. Puis ça va faire une grosse différence pour le tableau de ce qui était avant puis ce qui est présentement maintenant. À ce moment-là, quand j'ai commencé, je regardais, il y avait un couple que je regardais, puis c'était Roberto Arenas et Odalis Pentoras, qui dansaient salsa beaucoup plus cubaine. Puis qu'ils étaient vraiment mes idoles. Je les regardais, oh, waouh, waouh, waouh. Il y avait ensuite José Nuezi, Néné. Il y avait Sonia Kayaku, qui dansaient relativement ensemble à ce moment-là. Puis, dans les écoles qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait Tropicalissimo, il y avait San Tropez, Salsa, etc. L'Académie de Salsa avec Sergio. C'était situé en même temps, au même endroit que l'Académie de Tango, okay, qui est maintenant devenue Titosa Sabor. Okay. Puis il y avait 4 grosses écoles, vraiment, qui étaient vraiment connues, mais il y avait d'autres profs. Il y avait Tommy Castro, il y en avait... Et là, on parle de quelles années à peu près? 96, 97. Puis, moi, quand j'ai commencé, ces gens-là étaient là. Puis, Tropicalissimo... En fait, beaucoup de gens ne savent pas que Tropicalissimo et San Tropez, mais c'était ensemble. Hein. C'était fondé par Sonia et José Nuezi, Néné. Ils l'ont formé ensemble. Puis Néné est parti avec Tropicalissimo, pouf. Puis Sonia est restée avec San Tropez, qui était une bonne chose pour elle d'ailleurs, parce qu'elle a fait San Tropez devenir une des plus grosses écoles de Montréal, puis Tropicalissimo, mais n'existe plus. Donc, à ce moment-là, l'élite était à Tropicalissimo. Les meilleurs danseurs étaient là. Puis ceux qui voulaient danser pour s'amuser, mais ils allaient à San Tropez. Ceux qui voulaient s'amuser et danser comme des malades toute la soirée, ils allaient à Salsa, etc., parce qu'ils donnaient des cours au Cactus. Puis le Cactus, ben, c'était la base même de Salsa, etc. C'est que chaque école avait leur bar. Salsa Tropical au lait, ils avaient le 649 et ils avaient aussi le Tropical Club. OK. Est-ce que San Tropez était toujours en dessous de la Salsathèque dans ce temps-là? San Tropez, à ce moment-là, ils étaient au coin de Masson et Saint-Michel. Wow! Puis ils étaient affiliés à la Salsathèque. OK. Mais ils étaient au coin de Masson et Saint-Michel. Pas mal loin de la Salsathèque. Il y avait un McDonald's en dessous de la Salsathèque qui était sur 2 étages. Puis le McDonald's allait de moins en moins bien et ils ont fermé le 2e étage. OK. Et ils ont mis le 2e étage à louer. Puis ils ont loué le 2e étage. Puis ils ont fait le 2e étage devenir San Tropez. Il y avait le
Saint-Tropez, en dessous de la Salsathèque et à Saint-Michel. Il y avait 2 studios. Puis à un moment donné, ils ont fermé Saint-Michel, puis ils se sont juste mis en dessous de la Salsathèque. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans 98-99 qu'ils ont fait ça. Ensuite de ça, moi, j'ai commencé à travailler en 2001 à Salsa, etc. Puis, entre les moments que j'ai commencé et le moment où j'ai commencé à travailler ça, etc., il y a beaucoup de choses qui sont produites. De 99 à 2001, mais il y a une école qui s'est transformée en bar, qui est le Dahomey, qui est devenu un bar encore mythique sur le plateau Mont-Royal encore. Puis, mais ça a été un moment quand même marquant parce que le Dahomey, c'est l'endroit qui, je pense, qu'il y avait les soirées comme l'âge d'or de la salsa, les meilleures soirées de tous les temps de la salsa se sont produites au Dahomey. C'était hardcore. Hardcore. C'était quel jour? C'était le jeudi. Le jeudi. C'était le jeudi. Le jeudi sacré. Le jeudi sacré. Mais le jeudi sacré, là, ça a commencé avec le Cactus, qui était le jeudi. Puis le jeudi s'est transformé en jeudi Dahomey. Après ça, il y a eu le jeudi du Mocha. Parce que il y a le Mocha Joe. Puis après ça, c'est devenu le jeudi qu'on a maintenant, là, à l'Espace des Arts. Ouais. Baila con Gusto. Baila con Gusto. Mais ça fait longtemps là, que le jeudi... C'est très associé à la soirée pratique. Puis ça bougeait comme ça. Wow, j'adore. C'est vraiment un historique. Ouais. Ça peut aussi expliquer. Pourquoi les jeudis sont aussi populaires? Avant, on allait danser au Cactus, il y avait Alberto avec toute son équipe de danseurs. Puis c'était wow! Ça allait à Salsathèque, il y avait toute l'équipe de Sonia, de Saint-Tropez. Puis c'était wow! Et allé à Tropical Club, puis il y avait Salsa Tropical Olé qui ils animaient, ils faisaient beaucoup d'animations, puis eux, ils avaient le look avec les lunettes de soleil dans le club, avec la veste, des vestons, puis puis ils se mettaient en ligne, puis ils dansaient un peu comme le film Dance With Me. Puis ils dansaient comme tu sais, le cliché latino. Ouais, stéréotype latino. Stéréotype. Ouais. Mais c'était cool. Ouais. Puis à ce moment-là, le monde s'habillait pour aller danser. Il fallait que tu te mettes une robe, que tu t'habilles bien pour aller danser. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, ça a commencé à changer, ça aussi. Comme on allait au Cubanos Club, mais le Cubanos Club, le samedi soir, tout le monde était chic. Tout le monde était bien habillé. Le vendredi, casual, mais c'était quand même bien. Puis, le samedi, c'était... Top. Le 649, le samedi, il y avait un live band. Puis, c'était plus âgé, le 649. Mais le vendredi, moi, je m'occupais du vendredi... Avec mes danseurs, on faisait des taxi dancers. Oui. Oh my God, taxi dancers! Puis ça n'existe plus, ça, vraiment. Oui, mais Sandra le fait maintenant dans ses événements. Elle a repris l'idée. Mais cette idée-là de taxi dancer, on l'avait fait, mais c'était pas moi qui avait trouvé cette idée-là. C'était Ricky Campanelli avec son cousin Jerry DiLenzo, qui était le barman 649. Il me dit, Edson, tu devrais faire taxi dancer parce que justement, il y a Tropical Jam qui le fait aussi, puis tu devrais le faire. Ah, ok, sure. Est-ce que tu pourrais expliquer le concept pour les personnes? Le concept, ce sont des danseurs qui sont là pour aider tout le monde à danser, pour s'assurer que personne ne reste assis et que tout le monde danse. Donc, c'est des étudiants, ça peut être des profs. Profs, des danseurs de la troupe, amateurs, professionnels, des enseignants. Doesn't matter. C'est des gens qui sont bien affichés, ils portent un t-shirt, on sait, eux, ils sont là pour danser avec tout le monde. Ils sont pas là pour cruiser quelqu'un, ils vont pas danser juste avec une personne, ils vont danser avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que, wow, ça fait une différence, hein? Il y a une petite madame qui rentre, puis elle veut danser, mais il y a personne qui lui demande à danser. Oui, moi, je vais lui demander à danser. Que je sois un taxi dancer ou pas, je vais lui demander. Que ça peut lui faire sa journée, ça peut la rendre heureuse. Totalement. Puis, je pense que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui sourit. Puis un taxi dancer, mais eux, leur job, c'est de faire sourire tout le monde. Ouais. Puis si tu vois une personne qui ne danse pas, mais tu t'arranges, tu les fais danser. Que ce soit bachata, salsa, merengue, on s'en fout. On danse. That's it.
Puis si tu es taxi dancer, tu le fais quand même avec plaisir, dans le sens que tu y vas avec cette mentalité que je vais faire danser les gens. Donc c'est sûr que danser avec quelqu'un que ça lui fait plaisir de t'inviter à danser, ça change vraiment comme tu sais, de pas te sentir obligé. Tu sais, des fois, moi, en tout cas pour mon expérience, étant donné que j'ai commencé jeune, je sais que je le répète souvent, mais j'étais très comme mis de côté, puis on m'invitait pas souvent à danser, étant donné que sûrement les gens disaient qu'elles dansaient pas ou qu'ils étaient peut-être inconfortables de danser avec un enfant / ado. Puis c'est vrai que souvent je me faisais inviter par soit des enseignants ou des taxi dancers. Puis je trouvais ça nice les taxi dancers parce qu'effectivement, c'est pas comme un prof qui est obligé de t'inviter à danser parce que t'es un étudiant. C'est plus comme quelqu'un qui veut genuinely danser avec toi puis te faire juste pratiquer. Puis c'est vraiment apprécié comme... Moi, c'est une habitude qui est restée aussi. Moi, personnellement, je demande à n'importe qui de danser. Tu souris, tu t'amuses, on danse. Le hic, c'est que on me met souvent sur un piédestal, puis on me dit « Oh my God, je ne vais pas être capable de le suivre, c'est le prof, il danse. Écoute, il a tellement de bras, il bouge tellement vite, il l'a fait tourner. As-tu vu ce qu'il l'a fait à elle? » Mais c'est à elle. Ouais. On s'adapte avec qui on danse. Exact. En tant que prof, tu le sens, là. Quand je danse, dans les cours, on a assez de jugement. En fait, l'étudiant va penser que j'ai assez de jugement pour savoir qu'est-ce qui est bon pour elle ou lui, pouvoir discerner leur niveau. Mais sur une piste de danse, on pense que je ne sais pas discerner le niveau d'une personne. Ce qui n'a aucun sens. Ouais, c'est comme dans le gros bon sens. Oui, encore une fois. mais c'est la peur. C'est souvent la peur. C'est simplement la peur. Mais là, t'as parlé de niveau, puis j'aime que ça soit traité parce que ça peut être une transition pour notre prochaine question. Parce que là, t'as bien résumé, disons, les écoles emblématiques, disons, le core, que je pense que n'importe qui est dans la scène depuis longtemps nommerait sûrement comme des écoles qui ont changé la scène montréalaise, qui ont aidé à évoluer la scène montréalaise. Est-ce que tu en as d'autres à rajouter? J'en ai d'autres, c'est sûr. Parce que ça, c'est autre chose. Là, tu as dit les établissements. Les établissements qui ont aidé à faire évoluer la scène montréalaise. Les établissements que j'ai nommés sont ceux qui étaient là au début. Mm-hmm. Ce qui a changé la scène montréalaise, moi, je pense, en fait, ce qui a changé, je pense, la scène de la salsa planétaire. OK. C'est pas un danseur, c'est pas un événement, c'est pas un club, c'est un film. C'est Dance With Me. Dance With Me a changé la donne. Puis la folie latine coïncide au moment où Ricky Martin est arrivé. Living la Vida Loca a changé tout. Puis la folie latine a commencé avec ça. Puis le film Dance With Me est sorti, c'était un hit. Dance With Me avec Chayanne et puis Vanessa Williams. Puis eux, dans le vidéo, ils dansaient la salsa cubaine, mais ça a piqué l'intérêt de tout le monde. Puis tous les gens qui n'aimaient pas la salsa, qui me disaient « Tu perds ton temps ». Mais dès qu'ils ont vu le film, ils ont dit « Ah, ça m'intéresse, je veux apprendre ». Puis ça a changé la donne. Tout le monde s'est mis à vouloir danser la salsa. Puis ça a permis que des écoles émergentes à ce moment-là prennent de l'espace. Okay. Comme une des écoles qui a changé beaucoup de choses, ben c'est Salsa Etc. C'est clair. À ce moment-là, dans les environs de 2001, ben Salsa Etc. était de loin la plus grosse école à Montréal. En termes de cours, elle était plus grosse même que Saint-Tropez. Ils avaient 38 cours semaine. 38 cours de groupe semaine. Et tu as nommé qu'il y avait 11 à 14 professeurs. Puis moi, exemple, ma troupe, Saltimambo, mais ça avait commencé sous la bannière de Salsa, etc. On a commencé en 2001, la troupe, puis c'était la troupe Salsa, etc. Puis ces danseurs-là, ben, tous ceux qui ont travaillé à Salsa, etc., ont eu un impact direct sur l'évolution de Montréal. Exemple, Steve Alvarez, moi, Caroline Paré, qui d'autre? Michel Mexner, Dilia Vergal, et j'en passe. Il y en a plein d'autres qui étaient là. Puis tous les danseurs qui étaient dans mon équipe sont aussi devenus des enseignants. Guesley Chéry, qui est maintenant
DJ D-Star. Il est animateur, promoteur. Il avait son propre congrès. C'est tous des gens qui ont commencé là. Vous étiez à Saint-Tropez. Mais Saint-Tropez, à ce moment-là, a formé plein de danseurs qui sont présentement encore influents. Exemple, Corinne, Victor, Renaud, et, vous deux. Comme, c'est des gens qui ont commencé à Saint-Tropez, Salsa, etc. C'est encore là. Monte Cristo avait un impact différent. Je pense que c'est beaucoup plus pour la création de bars. Parce qu'il a créé le Delima Café, Monte Cristo, qui était... Le Delima Café donnait des soirées le mardi soir. Les meilleurs mardis, c'était le Delima Café. Encore un jour qui est encore de nos jours très populaire, le mardi. Oui, le mardi, où était le Delima Café? Directement en face du Bachata Nights. Ça, c'est Place Saint-Hubert. C'est juste là en où face. en haut du AEW. Oui. Ben, en fait, j'ai déjà été au Delima. On dansait du zouk dans le temps, là. C'est pour ça que le Delima Café... C'est pour ça que pour moi, je crédite énormément Yves Delima sur l'évolution de la salsa à Montréal. Parce que il invitait des danseurs de New York à venir. Le Cubanos Club invitait des profs de New York à venir. Annie Salsa Folie. On n'en parle pas beaucoup, mais Annie... C'est bon que tu le nommes. Elle n'était pas une école. C'était une organisation. Puis Annie, il y a eu des hauts et des bas avec Annie. Il faut lever son chapeau à Annie Joubert. C'est elle qui poussait la salsa. Elle a vraiment mis la place, la salsa pour le Montréal, le Grand Montréal. Elle a fait une super bonne job. On ne peut pas parler de l'évolution de la salsa à Montréal sans nommer Annie Joubert. Ça ne serait pas juste. C'est pas juste. Comme avant, on avait la salsa au Vieux-Port, dehors. Maintenant, on a Verdun. Oui, mais avant, c'était au Vieux-Port. On l'a vécu, cette période. Ouais, je pense que c'était vraiment mon social préféré de ma vie. Mais celui qui a commencé, par contre, c'est José Nuezi, Néné, avec Tropicalissimo. Puis il a commencé, puis à un moment donné, il l'a fait pendant 2 ans, 2 étés. Puis après ça, Annie l'a repris, puis Annie l'a poussé à un autre niveau. Point. Puis moi, pour vrai, non. Annie a contribué énormément à la popularisation de la salsa à Montréal. Ça, c'est une personne là comme qui mériterait avoir un prix pour dire merci pour ton travail. Puis ensuite, moi, bien sûr, mon équipe, quand j'ai commencé à faire mon équipe en 2001, on a commencé à faire nos spectacles, mais les shows ont aussi permis à populariser la salsa parce que à ce moment-là, la meilleure équipe à Montréal, c'était Saint-Tropez, selon moi. Malgré que Tropicalissimo avait des meilleurs danseurs, les Saint-Tropez étaient meilleurs à la promotion. Puis ils étaient beaucoup plus inclusifs. Tandis que Tropicalissimo, à ce moment-là, ils étaient beaucoup plus élitistes. Puis les spectacles qui se faisaient étaient en train d'attirer beaucoup de gens aussi. Puis en 2003, lorsque j'ai commencé mon école à mon nom moi-même, j'organisais le dimanche soir au 649. Oui. Dimanche, qui est encore une soirée très importante pour la scène montréalaise en ce moment, 2024. Oui. Effectivement. Il y a le dimanche, lorsque moi j'ai arrêté mon dimanche, mais ça a été repris par le social. Et le social a eu un compétiteur qui est le Grand Studio. Mais c'est les 2 soirées les plus magiques, selon moi, en termes de salsa, c'était en 2003 à 2011, les dimanches soirs de 649, parce que c'était des soirées gratuites. Puis on l'appelait le staff night. Tous les danseurs de toutes les écoles, qu'ils soient amateurs ou professionnels, venaient danser le dimanche soir. Donc, sous un toit, tu avais tous les profs qui dansaient ensemble.
Puis c'était un Tu endroit faisais où des belles danses. il y avait des bonnes danses. Ah, mais moi, je me souviens, j'étais déjà majeure, mais j'étais intimidée d'aller là. Je pense que je regardais de loin, puis après ça, je partais. Parce que c'était juste impressionnant de voir le calibre de danseurs. Puis des fois, c'était même pas un enseignant, là, un prof, là, c'était juste des élèves. Puis c'est sûr que ça m'a pris du temps pour y aller, mais éventuellement, ouais, c'est... Ouais, mais c'est parce que au début, tout le monde pensait que le dimanche, c'était juste les dimanches Saltimambo, parce que ça s'appelait les soirées Saltimambo. OK, pas de problème. Mais j'invitais toujours les autres danseurs à venir. En fait, ils me demandaient toujours comment ça se fait que tous les danseurs sont aussi avancés. Mais je leur ai dit, c'est à cause du dimanche. Parce que le dimanche, on pouvait venir et danser non-stop, full pin, avec un danseur de mon équipe. So, exemple, mes auditions, quand je faisais une audition pour une personne pour rentrer dans l'équipe, je disais à la fille, viens, arrive à 9h. Puis tu dois danser de 9 à minuit. Non-stop, tu danses toutes les danses avec tous mes danseurs. Bang, 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 bang. Spin, 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 spin. Crossbody lead par-dessus crossbody lead. Tourne, 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 tourne. Puis, c'est pas comme maintenant. Maintenant, la musique, présentement, là, elle est... En fait, les danseurs sont très protégés. Les DJ mettent beaucoup d'énergie pour choisir des chansons pas trop vite, pas trop lentes, toujours le même rythme, le même genre. Pas trop longue non Pas plus. trop longue non plus. Puis c'est souvent les mêmes groupes qui sont réutilisés. Troboronga, La Maxima, Orchestra Guayacán. C'est souvent les mêmes chansons qui sont rejouées. Des chansons récentes. Tandis que auparavant, les DJ jouaient de la musique des années 70, de la musique rapide. Mais les kumbé, c'est pas super rapide, mais c'est long, puis ça accélère. Mais des chansons qui changeaient de vitesse, mais ça te forçait à danser. Ouais. Puis ça te forçait à devenir un meilleur danseur. Mais on n'a plus ça maintenant. Mm-hmm. Oh, moi, je me rappelle des Sonido Bestial. Sonido Bestial, wow. Ça c'est brutal. Hein? Mais on n'a plus ça. Non. Donc, 649... Je pense qu'ils mettent plus Sonido Bestial dans les sociales. Là. Non. Puis on avait Ricky Campanelli à ce moment-là en train de DJ, puis même moi j'étais DJ aussi avec Ricky. Je mettais de la musique, puis on mettait toujours de la musique pour les danseurs. Mm-hmm. On a perdu ça un petit peu. Je ne dis pas que les DJ maintenant sont pas bons, bien au contraire, ils sont très bons. C'est juste que la musique aidait des danseurs à grandir et à devenir forts. C'était ça. Puis l'autre chose, c'est bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de congrès. Alors, quand on allait dans un congrès, exemple, on est allé au congrès de New York en 2001, congrès de New York, qui était à Catskills, pas vraiment à New York, mais proche. Mais il y avait... Tout le monde était là. Tous les danseurs étaient là. C'était une concentration de bons danseurs. Il y avait Porto Rico. Tu allais à Porto Rico, ça durait 10 jours. Tous les danseurs du monde prenaient un avion et allaient là. Tous les danseurs prenaient un avion, traversaient la planète pour venir danser. Oui, on pouvait les compter, les congrès dans une main. On parle vraiment des congrès internationaux. Même à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, puis c'était niché. Il y avait Porto Rico, qui était le premier congrès. Je pense que c'est le premier congrès en 97. Il y avait Los Angeles. Par Londres. Albert Torres. Oui, Albert Torres, Los Angeles. Il y en avait un à Londres. Puis ensuite de ça, il y en avait un aussi à Paris, par la suite. Et Paris. Alors, le premier, c'était Porto Rico. Après ça, LA, Londres, Paris, New York aussi. New York était en 2001, excusez. Mais à ce moment-là, il y en avait 5 gros internationaux. Et Edson, toi, là, qui as été dans ces congrès-là, est-ce que tu penses que Montréal était déjà connu dans cette scène internationale, même dans cette année-là? Bien sûr, parce que présentement, le congrès qu'on a à Montréal, c'est la Convention de Montréal. Oui. Mais avant ça, en 2000, il y avait la convention, le congrès de salsa de Montréal. Exact. Le congrès de salsa de Montréal appartenait à Tropicalissimo, à José Noisy, Néné. Puis, le premier congrès que moi j'ai été, en fait, j'ai manqué le premier. Le premier était dans un petit hôtel, j'ai manqué. Puis, celui que j'ai été, si je ne me trompe pas, c'était en 2001, il y avait Super Mario.
En fait, non, c'est en 2000. Super Mario, Caribbean Soul, Oh, Santo oui. Rico, Ismael Otero. Ismaël Otero, oui. Il y avait Sian Bristol, Sian Starling. Il y avait plein de danseurs malades, des danseurs d'Edith-Thorez. Tout le monde venait à Montréal. Majoritairement de New York. Oui, de majoritairement de New York. Puis, durant les débuts des années 2000, au Cubanos Club, les danseurs de New York venaient donner des workshops à Montréal. Puis, souvent, bien sûr, eux, ils dansaient juste sur le 2. Il y avait aussi Cultural Explosion, qui était la seule école qui donnait des cours sur le 1 à New York, puis qui venait donner des cours à Montréal aussi. Juan Calderon. Oui, c'est ça. Puis eux, ils me demandaient d'être avec eux pour traduire leurs cours. C'est comme de prendre du 2 puis le mettre au 1. Moi, la première fois que j'étais à New York, prendre un vrai cours, c'est en 2001. Puis j'ai eu le choc de ma vie. Puis j'ai appris plein de choses. J'ai très peu dansé. La seule personne qui m'a pris en pitié, c'était Caroline Paré qui m'a fait danser. Parce qu'elle habitait là-bas. Ouais, elle Ou parce habitait qu'elle te là-bas. connaissait. Ouais, puis c'est la première fois que j'ai rencontré Eddie Thorez. Oh, wow. Puis vite, là. Puis je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne à danser sur le 2. Puis je me suis mis à danser sur le 2 à partir de 2001. C'est automne 2001, j'ai commencé à danser sur le 1. Tu penses que cette proximité-là, New York-Montréal, ça a vraiment comme fait grandir notre communauté de danse dans ces années-là, Oh, début bien sûr. 2000? Parce que il y avait beaucoup de gens qui faisaient des voyages pour aller s'entraîner. Oui, c'est un aller-retour quand même assez faisable. Ouais, aller-retour assez faisable. Puis j'appelle Caroline Paré au début, elle faisait venir souvent Eddie Thorez à Montréal. Puis moi, la première fois que j'ai rencontré Eddie Thorez pour vrai, parler là, face à face avec lui, c'était en 2002. Il était venu avec Caroline faire un grand workshop au Medley, qui n'existe plus maintenant, mais le Medley, et il y avait 1500 personnes qui étaient venues voir le spectacle d'Eddie Thorez, puis toutes les écoles ont participé. Puis j'avais fait mon spectacle Indiana Jones and the Egyptians. Oh! C'est comme... Un classique pour Puis- ceux et celles qui ne l'ont pas vu. On dansait comme des crevettes à ce moment-là. Là. Mais on apprend comme ça. Puis j'ai fait le spectacle, cette routine-là, j'avais faite pour Eddie Thorez. OK. Puis on me disait qu'Eddie n'aimait pas les routines à thème. Puis j'avais fait ça. Puis finalement, il l'a aimé, il a dit que c'était génial. Puis il m'avait demandé, à ce moment-là, de déménager à New York dans son équipe. Puis j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Puis je lui ai répondu le lendemain. Puis je lui ai dit que c'était mon rêve. Je rêvais de ça. Puis j'arrive pas à croire que je vais dire non. Puis il m'a demandé pourquoi. J'ai expliqué, c'est parce que j'avais d'une équipe, j'avais des gens qui m'attendaient, qui dépendaient de moi. Puis, Une responsabilité. ouais. Puis j'avais aussi la chance d'être moi. Parce que si je vais à New York, j'allais être une émulation de lui, j'allais être une petite copie de lui. Puis bien sûr, c'était une garantie d'être une superstar à vie, mais je ne serais jamais moi. Exact. T'aurais pu être le Adolfo. Oui, ben Adolfo est arrivé beaucoup plus tard. Oui, Je pense oui, que oui. ça Adolfo est 2005, arrivé plus tard. Mhm. quelque chose du genre. Mais Frankie Martinez, à ce moment-là, était là. C'est des gens affiliés à Eddie Thorez Forever aussi. C'est ça, Ouais. même Caroline Paré, je me souviens, à l'époque qu'on a commencé à danser, on connaissait On les autres savait écoles. que Caroline Paré avait savait. été Ouais. trained par Eddie Thorez. Puis c'est drôle que tu en parles parce que justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres artistes ou enseignants, professeurs de Montréal qui sont justement plus connus, qui ont contribué plutôt à mettre Montréal sur la map, mais à niveau international? Oh, bien sûr, regarde. Montréal, scène internationale. Pouf, sur la map. Ça a commencé fort probablement avec Sonia et Morris, qui, si je ne me trompe pas, c'était en 2002, qui avait la compétition, le Salsa Open. C'est en 2002 ou en 2003, mais je pense que c'est en 2002. Si c'est pas 2002, c'est 2003, on s'entend, excusez. Salsa Open À Porto Rico? à Porto Porto Rico. Rico. Ils ont fini 3e. That's a big deal. Oui. Ben oui, Big deal. 100%. Est-ce que c'était comme freestyle ou c'était chorégraphie? C'était une chorégraphie. OK. C'est que dans le temps, les chorégraphies, il y avait 2 types de chorégraphies. Il y avait des chorégraphies seulement salsa et thématiques. OK. Puis la majorité des gens qui faisaient bien, toute leur routine avait des thèmes.
Tu peux pas juste arriver et juste faire crossbody, toi, Très droit. LA style, non? Yeah. La partie Yeah, yeah, acrobatique. Il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, c'est que le début des années 2000, c'était très thématique. Toutes les chorés, ou presque toutes les chorés, il y avait un thème avec Une une histoire. Un Relié peut-être à un film. Exact. Un film. Moi, celui qui m'a marqué personnellement, c'est vraiment le Super Mario. Ah oui. Hein? Mais si vous êtes capable de le trouver, moi, la routine qui m'a marqué le plus, c'est un groupe qui s'appelle Sakuye, qui ont fait Kumanchero, comme la chanson que j'ai utilisée pour faire le corbeau et les Oui, épouvantails. un autre de tes chorés Ouais. classiques. Mais par respect pour eux, j'ai attendu peut-être 8 ans avant de prendre la chanson. Puis eux, ils ont fait une routine à Porto Rico que j'ai vue à Porto Rico. C'était sur Comanchero, c'était le meilleur thème du monde. C'était un poulet, un vieux coq qui arrive avec 2 poules. C'est sur ah la 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 la, ah la 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 la. Que bueno, que bueno. Puis il faisait du wanko Est-ce qu'ils étaient habillés en poulet? en poulet. OK. Ben, Les c'est deux tous filles, les c'est 2 manches, poules. là, Oui, oui. sûrement, là. Toutes blanc, nanana, avec la tête rouge, toute affaire, tout. Assumé. Puis lui, il est habillé en vieux coq, les couleurs sont un petit peu comme plus grisâtres. Puis après ça, à un moment donné, comment tu recommences? Puis un jeune coq qui rentre. Puis coco, coco. Puis combat des coqs sur Kumbanchero. C'est la meilleure routine de toute la vie que j'ai vue. C'est sûr qu'on va le chercher. C'est la meilleure. La On meilleure. va essayer de C'est la trouver chose la ça plus sur, originale que j'ai vue de ma vie. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Je vais devenir comme ça. Ouais. C'est tout. C'est marquant. Mais les danseurs de New York ont beaucoup marqué les gens. Oui. Mais, exemple, Roberto Arenas et Marie-Josée Strazero, quand ils ont commencé à travailler ensemble, ils ont été compétitionnés à Puerto Rico, ça c'est Open. Ils n'ont pas nécessairement très bien fait, mais ils se sont présentés. Ils sont venus avec une routine indienne, puis à la fin, elle meurt, puis ils pleurent, puis le monde s'est mis à rire. Moi, je trouve ça super cool. Mais eux, ils n'étaient pas très, très thématiques à ce moment-là à Puerto Rico. Puis, ça m'a montré que les danseurs de Montréal veulent se présenter plus. Puis, on avait Salsa Team Canada, Oui. qui recouvrait tout le monde, puis qui a été à Porto Rico faire des spectacles. Alors ici, on parle de 2003, 2002, 2003, Ah, OK. 2004. Parce qu'il y a eu plusieurs il teams y a eu plusieurs. Canada. J'ai fait partie des 2 premiers. J'étais le chorégraphe du 2e. Mais le co-chorégraphe plutôt du 2e. Puis après ça, ils ont eu plusieurs. Puis Sam Tropez voyageait beaucoup, faire des spectacles à LA. Tropicalissimo voyageait aussi. Nous, on voyageait aussi. Santi Mambo voyageait beaucoup aussi. En 2003, on a participé au congrès de Puerto Rico, justement avec Egyptian, puis on a eu un standing ovation. Wow. C'est comme là-bas. Ça, c'était notre premier gros standing ovation international. De 2003, on voyageait beaucoup. On faisait beaucoup de spectacles. Puis 2006, beaucoup de spectacles. On voyageait énormément. Puis en 2007, il y a eu le congrès, le World Salsa Championships, que j'ai été à Disney. Est-ce qu'on parle celui de ESPN? Oui, celui d'ESPN. Mais en fait, en 2005, le premier d'ESPN s'est produit. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le savait, mais San Tropez ont fini 3e au monde. Nous, 3e. on le savait parce que c'est environ dans ces années-là qu'on est arrivé et on est devenus totalement comme des recherchistes. Ils ont fini 3e, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait la compétition. Mais ça n'enlève rien à leur succès. Eric et Kelly, ils ont fini 3e. Ah, c'était pas connu, ESPN, beaucoup? Non, il y a pas, dans le monde, la majorité des gens ne savaient pas qu'il y avait une compétition comme ça. Donc, Je me souviens de Junior et Emily oui, mais qui ont ça, compétitionné à ESPN. en 2007, c'est OK. malade. C'était la meilleure compétition de toute ma vie. On n'en fait 2007. plus des compés comme ça, là. Oh non, mais en semi-finale, Victor et Katia étaient 2e. Ou non, étaient premier ou 2e. 2e, je me trompe, c'est 2e en semi-finale. Puis finalement, en finale, mais ils ont fini, il y a eu des fautes, puis ils n'ont pas pu finir le top 10, dans le top 3, excusez. Puis en one, Roberto Arenas et Marie-Josée Strazero ont fini 2e.
grosse victoire parce que ça met Montréal sur la Sur la map. map, 100%. Puis là, il y avait tous les Colombiens qui étaient là. Il y avait plein de gens de partout à travers le monde qui étaient là. Il y a des vidéos encore. Justement, il y a une vidéo que moi, je dansais avec Serena Cuevas. Puis dans les promotions, dans les previews du World Championship, ils montraient moi, puis ils connaissaient nos noms. Mais moi, j'étais étonné, je ne savais pas qu'ils connaissaient mon nom. Mais nous, on n'a pas pu participer parce qu'une de mes danseuses s'était enlevée à la dernière seconde, puis on avait une danseuse en moins sur une équipe de 6. On ne pouvait pas présenter notre spectacle, mais j'ai quand même été. Puis ensuite de ça, la chose la plus marquante pour Montréal, oui, il y avait le congrès de Montréal. Sonia, elle invitait beaucoup de danseurs internationaux, oui, mais pour la réputation de Montréal, mais c'est deux bons amis à moi qui sont venus ici. C'est en 2008-2009, mais en fait, plutôt en 2009, il y a David Zepeda qui était au Mexique qui m'a demandé de lui trouver des sponsors, quelqu'un qui pourrait payer pour les faire venir à Montréal. Parce qu'ils veulent déménager à Montréal, puis ils veulent que quelqu'un les paye leur billet d'avion. Mais Paulina dansait déjà aussi avec d'autres personnes. Oui. Moi, j'avais rencontré Paulina en 2008 au congrès de Edmonton. Puis elle parlait pas un mot de français ni anglais, elle parlait juste espagnol. Puis j'ai dit à mon ami, traduis pour moi, dis-lui de venir à Montréal pour être ma partenaire. Puis finalement, elle danse avec David. Puis David, j'ai demandé à plusieurs promoteurs de Montréal de payer pour eux, mais ils ne les connaissaient pas. Alors, j'ai demandé à un bon ami à moi, Steve Soglo de Québec, s'il était prêt à payer billet d'avion pour 2 personnes qu'il ne connaissait pas. Puis il m'a dit, est-ce que tu penses qu'ils sont bons? Oui, c'est des bonnes personnes. Oui, je te fais confiance. Paye les billets d'avion le lendemain. Pouf, ils ont leur billet. Est-ce que c'était pour le Québec Salsa Festival ou juste comme ça? Juste comme ça. Wow. Ils ont fait des spectacles à Salsa Tech pour se pratiquer. Sonia les a vus signer tout de suite David. Mais après ça, ils ont été au congrès de Québec aussi. Mm-hmm. Puis là, ils ont été à Toronto, puis ils ont fait le championnat du monde, puis pouf, ils sont partis. Ouais. Mm-hmm. Ils sont partis. Puis il y avait juste un championnat du monde à ce moment-là, c'était celui d'ESPN. Mm-hmm. Puis je me rappelle, en 2011, on était à Houston. Albert Torres dit, ce couple-là, comme David et Paulina venaient juste de finir de danser, puis David l'a lancé dans les airs, puis ils ont manqué un trick. Paf, elle tombe, puis elle rebondit, puis elle continue à faire son spectacle. Puis à la fin, Albert Torres, il dit, ça c'est la preuve, dancers don't fall, they bounce. Puis cette expression-là est restée. Dancers don't fall, they bounce. Puis il a dit ouvertement à tout le monde, mes juges se sont trompés, c'est eux qui auraient dû gagner. Qui a fait un gros blabla. Je ne peux pas dire que c'est à cause de ça seulement, mais c'est un facteur très, très déterminant. L'année d'après, il y a eu 2 championnats du monde. Celui de Billy et Katie et ESPN. Mais oui, de les call-out devant tout le monde comme ça, c'était pas nécessairement... C'est parce que le main judge, c'était Billy à l'époque, côté ESPN. Le head judge. Ouais. Puis c'était pas une chose à faire. Puis ça a créé un gros... Il y a eu beaucoup de froids qui ont été créés comme ça. Ben c'est ça, quand il y a des divergences d'opinion de comment juger une compétition, ben c'est ça, ça a créé que ça a évolué, c'était pas juste une... Parce que eux, c'est la seule compétition qui se considérait comme World Competition, le ESPN. Puis là, maintenant, il y en a plus. Mais là, le World Salsa Summit... Par Billy, mais David et Paulina l'ont gagné 42 milliards de fois. C'est que tu avais 2 champions du monde, même si on les présentait comme venant de Mexique, mais ils habitaient à Montréal. Ouais. Et à Montréal... Ça, c'est un bon point à dire, c'est que les 2 étaient établis à Montréal. Oui, puis même là encore, il y a des gens qui ne se rappellent même pas de ça, mais à ce moment-là, avant que David et Paulina viennent à Montréal, mais Rodrigo Cotazar habitait à Montréal. Ah, 100%, on l'a pas l'oublier. Ouais. Et dans ce temps-là, il était même avec Selene. Il enseignait à Chilital, non? Rodrigo? Rodrigo, il a peut-être donné des workshops à Chilital. Il y avait Juan Carlos qui était de Mexique aussi. Oui. Juan Carlos aussi, qui dansait pour Yamulé. Oui, mais ça je ne les connaissais pas à ce moment-là. Mm-hmm. C'est que tu as Chilital qui voyageait beaucoup à travers le monde, après ça, pour faire plein de spectacles.
il s'était connu un peu partout, puis il faisait des méga congrès aussi, il faisait venir plein de danseurs internationaux. Ça crée des contacts. Bien sûr. Le congrès de Montréal, le congrès de Chilital, huge. Summer Salsa Festival, c'est comme ça que ça s'appelait, le congrès de Chilital. Wow, je ne me rappelle même pas. Oui, il y a eu comme 2-3 éditions. Oliver Pineda était là. Je pense qu'il y en avait 2. Je pense qu'il y en a eu La 2. première fois qu'on a vu Oliver Pineda, c'était à ce congrès-là. Puis c'est nous, certainement, on voyageait beaucoup. Mm-hmm. Puis on connaissait pas mal de danseurs internationaux qui sont encore là, que ce soit Leon Rose, Mario, Terry Cécile, Yamoulé, Osman Perones, Santorico, Eddie Torres. Tous ces gens-là, on les connaissait, Caribbean Soul. Ouais. Puis c'est que, vu que tu connais plein de danseurs, ça aide. Puis, bien sûr que maintenant, on ne s'en rend pas compte, mais chaque année, il y a des champions du monde. Comme après Victor, Corinne, champion de bachata, je pense qu'ils ont fini deuxième. Mais en fait, là encore, c'est très, très discutable. Ils avaient gagné la compétition, puis finalement, ils ont dit, on recommence la compétition, ce qui n'est pas juste. Puis ils ont fini deuxième. Wow. Mais ils avaient gagné fair and square le championnat du monde en bachata. Puis, Et c'était le World Latin Dance Cup ou le Summit? Le Summit. Okay. Puis, mais le Dance Cup s'est arrêté, en fait, est tombé en morceaux après le décès de Albert Parce Torres. que là, en ce moment, il y a d'autres personnes qui l'ont pris. Puis je pense que c'est en Colombie maintenant. On peut le considérer comme si ce n'était plus le même congrès. Je pense qu'il a vraiment fait sa marque parce que c'est Albert Torres qui l'avait amené. Ouais. Salsa Open, toujours super important. C'est de là que tu as entendu, tu sais, le Estamos en Competencia. Oui, ça, c'est Jason Molina qui dit Dancers, are you ready? Judges, are you ready? DJ, are you ready? Estamos en Competencia. Boum. Ah, classique. Puis il l'a emmené dans le Summit. Exact. On le dit même en blague des fois quand on pratique. Ça nous met comme dans l'ambiance. Puis tu vois, la grosse affaire, c'est que maintenant, quelques années après que David et Paulina ont arrêté de danser, mais t'as Adriano et Samantha qui sont venus, puis ils ont commencé à gagner. Paf, 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 3 ans de suite, puis ils arrêtent, ils retournent, ils gagnent une 4e fois. Puis l'année d'avant, on a eu Jaime et Sacha qui gagnent le cabaret. Ouais. Ben, ça met encore d'autres champions du monde sur la map. Eurozone, qui est là, The Big maintenant. The Big. C'est que Montréal est sur la map, certains pour ses danseurs internationaux. C'est sûr. J'adore le résumé. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes à nommer. Je trouve que t'es quand même bien. Oui, tu les as pas mal toutes nommées. Puis vraiment, on voit l'évolution de tous ceux qui ont mis Montréal sur la map internationalement. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je trouve qu'on a beaucoup parlé de show puis de compétition. Moi, j'aimerais ça discuter avec toi, quelque chose qu'on aime beaucoup, mais qui ne se fait pas beaucoup à Montréal, malheureusement. Salsa Nama. Ben, en fait, c'est ça. On a parlé tellement de choses différentes dans l'écosystème. On a réalisé en préparant ce balado que ailleurs, l'écosystème a même été à un autre niveau. Exactement. Puis un des éléments qu'on a trouvé, c'est le Salsa Nama. Et Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un genre de petite compétition freestyle. C'est comme un battle. Pour ceux qui connaissent plus le terme côté urbain, c'est très similaire au concept d'un battle. Donc, ça peut être one-on-one, ça peut même être sûrement 2 contre 2. 2 contre 2. Et maintenant, ils font en couple aussi. Oh, c'est sûr. La manière que la salsa est en Europe est totalement différente que comment c'est ici. Puis moi, je te dirais que c'est qu'en Europe, la salsa est très, 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 très fort. Puis le niveau est très élevé. C'est pas que le niveau à Montréal n'est pas élevé. Je compare souvent la salsa à la porno. Pourquoi? Parce que quand une personne, en fait, un petit jeune, la majorité des personnes, je suis sûr qui ont déjà vu de quoi faire du sexe la première fois de notre vie, mais c'était via un film porno. Surtout les garçons, un magazine ou bien un film porno, puis on se dit, c'est ça du sexe. Puis c'est pas nécessairement vrai. Mais le porno de la salsa,
c'est les compétitions. Puis tu regardes la compétition, puis tu spin, lance, trick, split. Tu la catapultes dans les airs, yeah! Puis c'est ça être censé la salsa. Puis ici, c'est très, très, très axé social. Non, c'est pas ça, c'est pas la compétition. Traite-la bien, sois smooth, sois très délicat. Moins c'est mieux, moins c'est mieux. Tandis que en Europe, c'était très axé afro-cubain, jeu de pied, figure, body isolation, body movement. New York, c'est très axé figure, spin, figure. C'est ce qui nous a influencé, nous aussi, Oui. parce qu'on voit peu ou très rarement des danseurs qui font des shines ou qui donnent seulement des cours de shine. Oh, il y en a plein. C'est ce que... Mais ici, à Montréal, je parle. Exemple, OK. Dans les cours à Montréal, il y a des choses qui ont disparu. Exemple, un cours de lady styling. Ben, c'est plus vrai que c'est un cours de lady styling. C'est un cours de footwork. Parce qu'un cours de lady styling, avant, il y avait des figures. Tu amènes ton partenaire, puis tu faisais des cross-body, tu travaillais tes bras, tu travaillais du styling en figure. Ouais. Tu travaillais du styling toute seule, tu travaillais des jeux de pied. Ouais. Ça t'apprenait à bouger. Ça, il n'y en a plus. Donc, ajouter ton styling dans ton social de partner work. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Des cours de afro-cubain, il y en a plein. Mais comment l'insérer dans ta danse de tous les jours, il n'y en a pas. Et pour ça, je pense qu'il faut aussi avoir un cours de musicalité, parce qu'on ne peut pas l'insérer n'importe où, n'importe quand. Voilà. C'est que il y a pour pouvoir créer un environnement où Sasanama pourrait être au même niveau qu'il y en a que c'est en Europe, mais il y a plein de choses qui manquent. Il y a plein de choses qui manquent. Est-ce que tu penses que Montréal pourrait être prêt à un moment donné? Tu peux jamais être prêt sans que tu commences. Il faut commencer. C'est tout. Là. Donc, les profs à Montréal, il faut commencer. Ben, si on veut l'inclure, effectivement. Mais moi, j'ai vu un peu plus de footwork, l'évolution de footwork pendant et après le COVID, parce qu'on avait quand même, si on voulait continuer à prendre des cours. La seule possibilité qu'on avait, c'était de faire des chaînes. Exactement. Donc, on prenait des cours en ligne, on apprenait surtout des chaînes, à moins que tu habites avec quelqu'un qui danse aussi. Ouais. Fait que moi, j'ai remarqué une différence post-COVID, que le chaîne a augmenté en popularité. Peut-être que ça va se rendre. Oui, mais admettons que tu rencontres une personne, elle est gentille, elle a une bonne job, beau gars, mais il n'est pas trop musclé. Ça se peut que ce soit ton genre. OK, pas de problème. Mais il y a une fille qui va dire non, moi je veux qu'il soit musclé, beau gars, qui ait de l'argent, puis qu'il soit gentil. OK. Il y a des villes qui vont dire OK, moi, je veux être bon en salsa, je veux être bon en bachata, je veux être bon en kizomba, OK, that's it. Il y a des villes qui vont dire, ben en fait, c'est pas qu'ils vont dire, mais ça arrive, c'est comme ça. Il y a des villes qui vont dire, nous, on est bon en social, on est bon en compétition, genre Salsa Summit, on est bon en kiz, puis on est bon en hustle, puis that's it. Puis il y a des villes un peu comme Milan, eux vont dire, nous on est bon en afro, nous on est bon en footwork, et on est bon en battle one-on-one. OK, donc c'est une identité. T'es pas obligé d'être bon dans tout, t'es pas obligé d'avoir tout pour être aimé. Montréal est reconnu maintenant comme une ville de compétiteurs. C'est intéressant. Quand tu vas au World Salsa Summit, il y a plein de gens de Montréal qui vont compétitionner. À Toronto, plein de monde de gens de Montréal qui compétitionnent. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de gens d'Europe, de ce coin-là, qui viennent au championnat du monde. C'est pas leur genre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Eux, ils se concentrent sur... Ils ont un autre style. C'est comme... Ils n'ont pas besoin d'être bons dans tout pour se faire aimer. C'est que ceux qui veulent Sasanama, pas de problème, mais ça se peut que la majorité des gens ne soient pas intéressés à ça parce qu'ils sont intéressés à faire d'autres types de compétitions. Je ne dis pas que la bachata a tué la salsa, parce que c'est pas vrai. Est-ce que ça a contribué à
baisser la popularité de la salsa? Oui. Est-ce que Sasanama aide à augmenter la popularité? Oui. Mais c'est une autre direction, c'est autre chose. Mais c'est bon que tu parles de la bachata parce que nous, on voulait savoir justement quel est l'impact de la bachata sur justement la communauté de salsa. Depuis que ça a commencé, là, dans les années, on a parlé 2010. 2010-2011, oui. Au moment où la montée de la bachata s'est faite, il y a eu l'arrivée de la kizomba aussi. Oui. Puis la popularité de la kizomba a commencé vraiment 2010 et plus, kizomba a commencé à augmenter. Puis ce que les gens doivent comprendre, c'est que la bachata est pas devenue populaire comme ça, du jour au lendemain. Ça s'est greffé à la salsa. De la même manière que la kizomba s'est greffée à la salsa. Puis après ça, c'est devenu des entités en soi. Mais avant, c'était des soirées salsa, il y avait juste une seule salle. Puis il y avait après ça, ils ont ajouté une petite salle de bachata pour faire plaisir à tout le monde. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Le plus grand hic, c'est que les profs, c'est pas la danse qui est le problème. C'est peut-être l'approche des professeurs qui, à ce moment-là, ne savaient pas mieux. Ils disaient à un danseur qui commence par la bachata, c'est plus facile. Alors, il commençait par la bachata, puis là, il se rendait compte que c'était facile à apprendre, puis la salsa, c'était plus difficile à apprendre, alors ça les décourageait à apprendre, puis ils s'étaient moins intéressés, ils disaient « Ah, c'est trop dur, je vais rester avec la bachata. Je l'apprendrai plus tard. » Puis au final, il reste à bachata. Tandis que les profs de bachata qui ont commencé à enseigner la bachata ou à la danser étaient là avant ça. Ils ont été à travers tout ce qui est salsa, puis ils sont devenus vraiment bons en salsa, puis ensuite ils sont lancés en bachata. C'est que ça faisait des danseurs de bachata plus solides, plus expérimentés avec d'autres styles de danse. So, les danseurs maintenant, ils dansent qui commencent avec la bachata, pensent qu'ils vont devenir super bons parce qu'ils regardent de très bons danseurs sur YouTube, puis ils croient qu'ils vont être capables facilement d'arriver à ce niveau-là. Mais ils oublient que ces danseurs-là sont passés par d'autres styles de danse avant, pour arriver aux résultats qu'ils font maintenant. Ouais. Dont, bien entendu, la salsa. Je ne dis pas que c'est le seul chemin à faire, mais c'est le chemin que les profs qui vénèrent, qui les adultes, ont passé par. Rares sont les bons danseurs maintenant qui ont commencé seulement par la bachata. C'est sûr qu'il y en a, mais je suis sûr que ça va être plus difficile pour eux. Puis tôt ou tard, ils vont devoir se lancer à apprendre un autre style de danse, entre autres la salsa. Mais est-ce que ça a eu un impact? Oui. Il y a moins de gens qui vont directement à la salsa au début. D'où est-ce que j'ai remarqué? Avant, là, les cours étaient remplis de tous bords, de tous côtés. Et là, maintenant, il y a un impact, il y en a moins. Puis pour pouvoir remplir ton école, tu veux la remplir avec la bachata. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas enseigner la bachata et d'enseigner que la salsa. Puis beaucoup de gens me demandent pourquoi. Mais c'est juste simplement parce que mon cœur est là. C'est pas parce que je déteste la bachata, c'est ce que j'aime plus la salsa. Et non, Edson ne déteste pas la bachata parce qu'il a déjà dansé la bachata. Malheureusement, oui. Je sais pas si on... Est-ce qu'on met des snippets aussi? Non. Non. Mais j'aime ça ce que tu dis parce que somehow, quand moi je regarde la communauté maintenant, on s'entend, je suis moins active qu'avant dans les sociales et tout. Il y a une partie de moi qui, on dirait que ça me brise le cœur de voir que la salle de bachata, même si je suis bachatera, j'adore ça. Les gens, il y a certaines personnes qui pensent peut-être que je danse juste la bachata et non de la salsa. Mais c'est ça, j'ai un petit peu comme un petit pincement au cœur quand je vois que la salle de bachata est devenue la plus grande salle. Je le vois dans les festivals, on le voit même à Baila Con Gusto, éventuellement ils ont fait le switch. On dirait que je me dis, mais non, pourquoi les gens passent à côté de quelque chose de merveilleux qui est la salsa? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme enseignant, coach pour peut-être raviver cette flamme? C'est ça? Moi, je pense que tout ça, c'est une question économique. C'est de l'argent. Les profs peuvent avoir plus de personnes en vendant la bachata. C'est plus facile à vendre, de un. Puis de deux, c'est vraiment la danse de l'heure. Oui, mais dans les événements, dans les festivals, dans les congrès
la salsa est toujours une pièce maîtresse. C'est comme salsa is king. C'est bachata's queen, peut-être oui, mais salsa is king. Puis les danseurs invités, souvent les gros stars invités sont soit danseurs de bachata, soit danseurs de salsa. Puis qu'il faut que le spectacle qu'ils présentent. Mais les danseurs de bachata, là, ils ont aussi une routine de salsa. C'est ça. Ils ont les deux. Moi, je pense que pour pouvoir ramener la salsa, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut aussi promouvoir la salsa. Puis ne pas avoir peur de dire « OK, let's go, faisons une soirée salsa ». Puis ici, par exemple, il y a la nouvelle soirée Passion. Oui. Mais Passion, c'est juste bachata. C'est majoritairement bachata plutôt, excusez. Puis Échale Sasita, c'est majoritairement bachata. Ah? Oui, c'est majoritairement bachata. Si je me trompe pas. Est-ce qu'on a... Mais je pense que Passion, on a quand même une salsa. Je pense que c'est un 3-1. Je pense que c'est de la salsa romantique qui est mise de l'avant. C'est que c'est un grand travail qui ne va pas prendre un mois à faire. Ça va prendre des années. Mm-hmm. Moi, je pense que la scène va en vague. Mm-hmm. Puis il y a une période où la Kiz était en mode, que le zouk brésilien était en mode, le hustle était en mode. Après ça, la bachata, puis la bachata est restée. Mm-hmm. Et maintenant, on a la bachata sensuelle qui est au plus top. Mais de ramener la salsa comme étant top, ça c'est un gros travail. Ça, c'est juste une question de le vouloir. C'est tous les profs de se mettre ensemble pour le pousser en avant. C'est pas une personne qui va pouvoir le faire. Parce que c'est drôle, je pense que si on pose la question à beaucoup de profs qui enseignent sûrement les deux, quelle est leur préférence, je pense qu'une bonne partie dirait salsa over bachata. Une bonne partie, oui. Ouais, je suis d'accord avec ça. T'as les meilleurs danseurs au monde, à Montréal, de salsa. Adriano et Sam. Qui enseignent on two. Ouais. Moi, je donne mes cours exclusivement sur le 2. Ricardo Borreos donne les cours on two. Caroline Paré, on two. Tout le monde se bat pour danser sur le 1. Je comprends juste pas ça. Les meilleurs danseurs à Montréal dansent sur le 2. Et monsieur, madame, tout le monde se battent pour danser sur le 1 parce qu'ils pensent que c'est plus difficile ou quoi que ce soit. Apprenez les deux. Apprenez les deux, comme ça vous êtes capable. Mais il y a une bonne raison pourquoi les professionnels ou les meilleurs danseurs de Montréal dansent sur le 2. C'est pas parce qu'ils sont snobs. C'est que c'est efficace, ça marche. Moi, je dis même pas que c'est meilleur ou moins bon. Je dis juste, apprenez les deux. Puis comme ça, on est versatile. On est capable de danser tout, avec n'importe qui. Tout à fait. Je trouve que c'est dans l'approche, finalement, de comment tu traites ce sujet. Je pense, peut-être, enlever cette perspective que c'est plus difficile à apprendre. Je pense qu'il y a plus de dimensions dans la salsa. Il y a quand même un parcours à suivre pour bien l'apprendre. Mais l'approche des enseignants doit peut-être être revue pour accueillir, pour le rendre plus accueillant. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo récemment, je pense que c'est Victor qui a déménagé, Victor Alexis, qui a déménagé à Ottawa récemment et qui invitait les gens à danser avec lui. Puis il dit, je danse en one, je danse en two, c'est pas grave, je veux danser avec vous. Puis éventuellement, j'aimerais ça apporter le 2 un peu plus dans la communauté d'Ottawa, car j'imagine que c'est une communauté qui danse un peu plus sur le 1. Je trouvais que c'était une approche quand même bienveillante et plus comme... Accueillante, exactement. Donc, beaucoup de discussions encore à aborder dans d'autres épisodes. Edson, tu as donné tellement de belles informations, tu nous as vraiment éduqués. Puis, si jamais il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui ont des questions pour toi ou qui veulent justement approfondir certaines choses que tu as dit, est-ce qu'on peut te contacter ou... Oh, bien sûr. Instagram, Edson Vallon. Et si on veut prendre des cours avec toi? Alors, juste visiter mon site web satimambo.com ou satimambo.ca, même chose. Puis, je suis basé à l'Espace des Arts. Je donne des cours tous les jours.
coin Saint-Laurent et Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. C'est très facile d'y accéder. Puis souvent, je donne des cours, je donne des cours aussi de ballet Kongousou le jeudi soir, comme à tous les 2-3 semaines. 2-3 semaines, ouais. En tout cas, nous, on vous encourage vraiment à prendre des cours avec Étienne. Comme vous avez entendu, on aimerait ça que la salsa revienne un peu plus à la mode. Puis Étienne, je pense, c'est comme un des meilleurs professeurs que vous pouvez trouver. Donc, 100% Merci à toi, conseiller. vraiment d'être venu. Puis Anytime. nous, hein, on t'aime beaucoup, tu le sais. Depuis qu'on est très jeune, t'es comme notre... Une inspiration. Ouais. Merci. Donc, on espère peut-être te revoir à un prochain épisode. Ouais, Alors, qui peut-être sait? pour un autre épisode autre que justement l'histoire. Ça serait vraiment intéressant. Exact. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous avez aimé Merci l'épisode. encore. Merci tout le monde. Merci, à la prochaine. Bye bye.